Bonjour. Bien, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici. Je suis ravie aussi d'être à Bruxelles. C'est une ville que j'aime beaucoup, où j'ai l'occasion assez souvent de venir, et c'est toujours avec un grand plaisir, toujours pour des débats, et c'est toujours très intéressant. Donc, comme le disait tout à l'heure Pierre, moi j'ai proposé que je vais intervenir, mais j'aimerais bien, après, plus que répondre à vos questions, avoir votre point de vue sur ce que je vais dire en conclusion de mon intervention. Et je voudrais revenir un moment sur l'histoire que je ne me suis pas véritablement intéressée dans ma vie aux artistes jusqu'en 2002. Alors, je suis économiste de formation, sociologue devenu sociologue. Et jusqu'en 2002, je n'avais jamais véritablement travaillé sur la question des artistes. Et puis, il se passe quelque chose en 2002. J'avais publié un article dans une revue qui portait sur le revenu social garanti ou revenu de base. Et début 2003, je suis contactée par un collectif d'artistes et techniciens du spectacle vivant qui me propose si j'accepte, d'aller faire un débat avec eux autour de cet article que j'avais publié sur le revenu garanti. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais dire à des artistes avec mon approche très économiciste, somme toute, c'est pas génial, c'est un peu ennuyeux. Et donc, à cette époque, j'étais parallèlement en train de travailler beaucoup sur Virginia Woolf, Une chambre à soi. D'ailleurs, j'étais venue à Bruxelles en parler avec d'autres collectifs qui travaillaient aussi autour de questions du féminisme. Et donc, j'ai décidé de leur raconter quelque chose, effectivement, sur le revenu garanti, mais à partir de Virginia Woolf et d'Une chambre à soi. Je ne sais pas si vous avez tous lu cette merveille de livre. Et donc, je l'avais raconté, j'avais décliné ma problématique du revenu garanti à partir de la liberté des femmes et du fait qu'il n'y avait pas de femmes écrivains et comment elle analysait la chose. Or, la question, à mon sens, elle aurait intérêt à être reposée aujourd'hui. J'aimerais bien qu'un jour on m'invite à parler des artistes immigrés en France, puisque, eh bien, par exemple, dans le secteur du spectacle, il y en a très très peu. Je disais que dans le secteur du spectacle, c'est les visages pâles qui animent les scènes. Donc, vous connaissez Virginia Woolf, vous connaissez La chambre à soi, et ce fut ma rencontre avec les intermittents du spectacle. C'était, disons, c'était avant la naissance du mouvement que vous devez certainement connaître, avoir entendu parler. Et c'est de ce mouvement que je veux vous parler. Et sur des choses dont peut-être vous avez entendu parler, mais je suis sûre pas assez, et pour pointer quelques questions majeures, qui seraient les questions que je vais vous renvoyer. Alors donc, c'est de cette histoire, en sachant que, comme vous le savez, les artistes du spectacle, et en général les artistes dans la plupart des pays, sont freelance ou, disons, indépendants, sauf quelques exceptions près. Alors, souvent, on cite le cas de l'Allemagne pour dire, mais voilà un beau modèle où les artistes du spectacle, ils sont bien en place, ils sont permanents. Donc, le modèle, par exemple, que souvent cité en France, c'est celui allemand, bien entendu, parce qu'il y a quand même une petite histoire France-Allemagne dont vous devez connaître, de compétition historique. Donc voilà le modèle, quand même, l'Allemagne. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans les théâtres, dans les grandes scènes, ils sont embauchés en CDD de 2-3 ans. Et pour le reste, dans la scène libre, eh bien, ils sont tout simplement freelance, précaires.
donc qui vit on pourrait dire d'une polyactivité contrainte, la plupart du temps, une polyactivité contrainte pour pouvoir maintenir leur activité artistique. Donc ce modèle est à déconstruire. Dans les autres pays, sauf, il est vrai, la Belgique, depuis la loi programme 2002, si je ne me trompe pas, c'est la loi programme 2002, donc il y a eu présomption de salariat. En France, l'histoire est beaucoup plus ancienne. Donc, en fait, les artistes et techniciens du spectacle, les intermittents du spectacle, relèvent d'une double exception. Et c'est cette double exception qui a été détruite avec la réforme de 2003. Donc, je vais essayer de m'expliquer. Une double exception, pourquoi? D'une part, parce que les artistes, depuis les années 60, sont présumés salariés. C'est qui, pour moi, on peut le lire de deux manières différentes. La première me semble assez intéressante. La plus intéressante, c'est de dire que la présomption de salariat, eh bien, a cette vertu majeure, non pas simplement de permettre après de bénéficier de droits sociaux, les droits du salariat, mais permet aussi de démythiser quelque part cette représentation de l'artiste qui serait l'autre du travailleur et de reconnaître qu'en réalité, les artistes sont parfaitement intégrés dans le marché capitaliste, dans le marché et dans les structures capitalistes du pouvoir. Donc, au moins, un acte de reconnaissance qu'il y a quelque chose qui fait que l'artiste ne peut pas être ramené à cette figure de liberté qui était aussi, on la retrouve dans toute la littérature, je vais dire, de Marx à Rosanvallon aujourd'hui. Il y a toujours le grand mythe, l'artiste, dehors des lois, du pouvoir, etc. Eh bien là, non, il y a la présomption de salariat, des salariés presque comme les autres. Je dis presque parce qu'en réalité, d'après les enquêtes que j'ai pu mener depuis 2002, où je me suis occupée après des intermittents du spectacle, la plupart couvrent une position qu'on a définie comme dans une zone grise, d'être à la fois salarié, employeur, salarié, entrepreneur, donc une figure hybride, qui est aujourd'hui ce qui m'intéresse le plus. Si vous voulez, je pourrais revenir par la suite, c'est sur cette figure-là que je travaille actuellement. Mais je voudrais poursuivre dans mon raisonnement. Donc, double exception, la présomption de salariat. Et deuxième exception, c'est qu'ils sont salariés comme les autres, ou presque, mais en même temps, ils bénéficient d'un régime d'assurance au chômage qui est d'exception. Un régime d'exception qui se définit plus particulièrement, qui a été créé dans les années 60, mais qui s'est défini plus particulièrement en 79 comme un véritable quelqu'un qui travaille également sur les intermittents du spectacle, qui s'appelle Mathieu Grégoire, a défini comme un horizon d'émancipation. Et donc, pourquoi? Parce que c'est un régime qui assurait jusqu'en 2003 une continuité de revenus dans la discontinuité de l'emploi. Donc, comment lire cette exception? On peut le prendre par deux manières différentes. On peut le prendre du point de vue des pratiques d'emploi et considérer à la limite que ce régime serait une forme la plus ancestrale des modèles de flexisécurité, c'est-à-dire on va accepter une forte flexibilité de l'emploi en contrepartie d'une garantie, d'une sécurisation. Cependant, il y a par exemple des sociologues qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup publié sur les artistes, les intermittents, un sociologue français qui s'appelle Menger, qui lui, il va dire qu'en réalité, c'est parce qu'il existe ce régime qu'il y a précarité. Donc quand on va creuser un peu derrière cette théorie qui est quand même une théorie dominante, très dominante parce que c'est les conseillers du prince, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et derrière, il y a quand même
deux mythes. Je dirais le mythe de l'artiste, de ses talents, de ses mérites, que seul le marché, alors la notion de marché est très complexe, si on revient à toute la littérature critique, le marché c'est quand même une réinvention de Dieu lors de la mort de Dieu. C'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc le marché va valider les talents et les mérites de l'artiste, qui ne peut être que celui qui a des talents et des mérites qui vont lui être reconnus par quoi? Par, encore une fois, le prix de son œuvre. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le régime de l'intermittence aurait permis, c'est ça, il aurait permis à des non-artistes, c'est-à-dire des non-talentueux, des non-méritants, de pouvoir exercer des activités artistiques, des artistes sans qualité, on pourrait dire. Des artistes sans qualité qui auraient pu accéder à cet univers de la création artistique grâce à un dispositif qui donc est un dispositif pervers parce que du coup, puisqu'ils ne sont pas talentueux, puisqu'ils ne sont pas des artistes avec qualité, eh bien, ils vont être nécessairement dans la précarité. Donc, c'est le régime on pourrait dire, un régime presque de flexicurité qui aurait généré la précarité. Alors, si on va regarder ce qui s'est passé dans les années de grande explosion du nombre d'intermittents du spectacle, c'est les années 90, on a deux choses. Et d'une part, on a pour l'ensemble de la population, et notamment pour les nouvelles générations intellectuelles, je dis intellectuelles tout simplement pour avoir accédé à des niveaux de formation plus élevés, la précarisation progresse de manière exponentielle, ainsi qu'elle explose dans tous les autres pays, et non pas en France où il y a un régime particulier. Donc le nombre d'artistes augmente dans tous les pays, là où ils sont freelance, etc., mais là où ils sont aussi très très précaires, véritablement précaires, parce qu'il n'y a pas aucun dispositif permettant de garantir un minimum de revenus dans une situation de grande fluctuation de l'activité, voire de grande fluctuation de la réponse du marché. Donc, l'explication de Menger, elle est tout à fait fausse parce qu'on ne peut pas expliquer ce qui se passe un peu partout. Et donc, comment interpréter cette forte augmentation du nombre d'artistes? On peut l'interpréter déjà, je dirais banalement, par le fait qu'il y a globalement une tertiarisation des économies et donc un développement des activités servicielles, dont les activités culturelles. Mais on peut l'interpréter aussi comme un mouvement d'émancipation, c'est-à-dire comme un mouvement de recherche, justement, des activités qui prennent du sens dans notre vie et qui donc justifient cette tentative d'accéder à des activités auparavant réservées à quelques-uns. Donc, première exception qui est mise en cause. Deuxième manière de lire le régime des intermittents du spectacle en France, c'est de le prendre du côté des pratiques de travail. Donc, une des justifications viendrait du fait que, en fait, je reprends l'expression de quelqu'un que j'avais interviewé, qui disait « Nous sommes employés de temps en temps et nous travaillons tout le temps ». Ce qui permet de faire très bien la distinction, c'est une image très bonne, la distinction entre le fait d'être en emploi et le fait de travailler. Donc, ça veut dire que si l'emploi il est discontinu, il est intermittent, le travail, lui, il est continu. Donc nous, on a enquêté largement sur tous ces temps entre deux emplois. Je ne reviendrai pas là-dessus, qui sont des temps multiples, mais sont des temps aussi dans lesquels on peut développer des formes de pluriactivité. Je prends un exemple pour vous donner une idée de ce que j'entends par là. Par exemple, chez les techniciens,
la possibilité d'avoir cette continuité de revenus est aussi la possibilité de développer des activités artistiques, ingénieur du son et musicien, comme exemple type. Mais c'est aussi pour les artistes la possibilité de développer des activités en tant que porteur de projet, donc devenir cette figure hybride entre l'artiste-interprète, par exemple, et l'artiste créateur d'une pièce, directeur artistique, etc. Donc, la possibilité d'être dans la pluriactivité, non pas dans la polyactivité définie, par exemple, pour les freelances à l'étranger, qui sont comédiens et plombiers, comédiens et répondeurs dans les centres d'appel, ça c'est très répandu. Mais la pluriactivité, c'est-à-dire à l'intérieur du secteur artistique, la possibilité de développer plusieurs activités dans lesquelles il y a aussi la possibilité donc de laisser plus d'espace à l'autonomie dans la création artistique. Alors aussi cette lecture, elle est critiquée parce qu'en fait on dit, mais voilà, c'est que en fait les institutions culturelles font payer aux salariés du privé le financement de la culture. Et là, l'autre élément critique, c'est que s'il y a une critique qu'on peut faire aux institutions culturelles, et ça, c'est pas moi qui ai développé énormément ces approches, c'est surtout Olivier Neveu, c'est la festivalisation comme modèle dans le spectacle qui a induit des processus véritablement de... lui, il parle du cheval de Troie du néolibéralisme dans le secteur de la culture, la festivalisation, qui pousse les artistes à devoir toujours plus créer. Donc on rentre dans une sorte de surproduction, une injonction à la surproduction, et en même temps, les spectacles ne tournent pas. Donc les gens sont complètement dans la production permanente pour une activité qui n'arrive pas à parcourir et rencontrer des publics. Et donc, la question, ce n'est pas de mettre à la charge la collectivité. D'ailleurs, on pourrait poser la question dans quelle mesure nous pouvons assumer collectivement le financement des activités, mais la question est plutôt quel modèle et comment de facto les institutions culturelles n'échappent pas du tout à des logiques néolibérales. Et là, il faut que j'avance. Donc, la question qui se pose sur cette pluriactivité, sur cette activité, sur ce travail qui se fait entre les emplois, il y a une autre question pour laquelle le problème est posé, et c'était la question qui était posée par les intermittents lorsque j'ai réalisé l'enquête et débattu avec eux des résultats de l'enquête. C'était qu'en fait, dire que tout le temps est un temps de travail et que donc les indemnités payeraient, c'est que l'emploi ne paye pas, c'est pervers, c'est risqué. Pourquoi? J'ai essayé de comprendre avec eux. Puisqu'en fait, il y a justement l'argument est de dire, bon, bah, les institutions, qu'ils soient publiques ou privées, elles ne payent pas. Donc, il faut contraindre à payer. Mais le problème, et donc la mise en place qui a eu lieu par ailleurs pour réguler le marché du travail de tout le dispositif de contrôle. Donc, on allait contrôler les entreprises privées publiques pour voir dans quelle mesure elles abusaient du régime de l'intermittence pour ne pas payer les gens alors qu'ils étaient en travail. Mais en réalité, le problème n'est pas là, puisque justement, ce qui est recherché par les intermittents, c'est que tout ce travail qui n'est pas fait dans le cadre de l'emploi, ce n'est pas le travail pour un employeur, c'est un travail de la liberté, quelque part. C'est la possibilité de traverser des mondes, de traverser des expériences, de multiplier les employeurs justement pour ne pas être assujettis à un employeur,
mais donc de diversifier les expériences, d'être promoteur, porteur de projets nouveaux, de pouvoir expérimenter des formes qui ne sont pas commercialisables de création artistique, et que donc on ne peut pas l'attribuer à un abus de la part des institutions, mais il faut le penser véritablement comment on paye la liberté. Et la liberté qui est aussi la liberté qui a été posée comme maîtrise du temps. Et là, on avait eu avec une collègue, Marie-Christine Bureau, on avait eu à un moment donné une intuition. On a reparcouru toute l'histoire de 10 ans de lutte des intermittents, en réalisant aussi tous leurs récits, les récits qui étaient dans leurs tracts, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait véritablement quelque chose qui avait à voir avec le temps. Et on a écrit un petit article qui est disponible online sous la revue Temporalité, qui porte justement sur la lutte des intermittents comme un jeu de la lutte. Pardon, la maîtrise du temps comme un jeu de la lutte des intermittents. Et on a reparcouru tous les textes et on a vu apparaître véritablement cette question majeure. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait et ce qui se passait entre avant la réforme, après la réforme et 10 ans après la réforme. Qu'est-ce qui s'était passé par rapport à cette maîtrise du temps? Et donc, on en avait conclu qu'en fait, il y avait deux raisons majeures qui ont véritablement attaqué ce qui était une liberté dans la maîtrise du temps, et qui était d'une part, et là je viens sur un dispositif de la réforme, puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il y a des indemnités chômage qui couvrent le chômage. Il faut voir comment les dispositifs sont fabriqués pour voir quel type de subjectivité est fabriqué. Et donc, l'un des aspects les plus intéressants de la réforme, les plus intéressants, je vais dire, de mon point de vue, les plus critiquables, de la réforme de 2003, qui se retrouve dans les réformes de 2006, puis dans la dernière réforme du 22 mars 2014, va être l'abandon de la date anniversaire. Je veux dire par là qu'avant, les intermittents, comment ça marchait? Chaque année, à une date donnée, qui était déterminée en fonction de la première ouverture de droit, donc un an après, on allait vérifier si les conditions étaient remplies, c'est-à-dire 507 heures de travail sous contrat, donc un emploi, pour pouvoir réouvrir les droits. Et à partir de là, vous avez, jusqu'à la fin, sur un horizon d'un an, vous avez une garantie de continuité de revenus. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez placer dans un horizon temporel. Or, l'horizon temporel, d'un point de vue de la perception subjective de la précarité, elle est fondamentale. Si vous n'avez pas d'horizon temporel, eh bien, c'est subjectivement que vous êtes précarisé. C'est-à-dire, c'est le ressenti, véritablement. Si vous enlevez un horizon temporel fixe, vous êtes perdu. Et donc, si vous êtes perdu, vous vous poussez dans l'accélération pour essayer d'atteindre un point où vous retrouvez l'horizon. Donc, le mécanisme de précarisation majeure, ça a été supprimer la date anniversaire. Conjugué, bien entendu, au fait que la période de référence pour le calcul des heures nécessaires pour ouvrir les droits a été réduite, donc ce qu'on appelle les dispositifs de workfare, conjugué au modèle de la festivalisation qui pousse à l'hyperproduction, eh bien, la liberté dans la création, elle est complètement perdue. En même temps, donc, on a à la fois un processus de précarisation, qui est une précarisation monétaire, parce que, du coup, puisque la période elle est plus courte, les gens entrent et sortent. Entrer et sortir du régime, ça veut dire qu'on perd les droits. On peut les réouvrir, donc on rentre dans des mécanismes de course, d'accélération et de précarisation majeure. Et là, je vais conclure sur la dernière partie qui est à ce processus, la coordination des intermittents et précaires, qui était l'une des formes
d'expression du mouvement des intermittents. Donc la coordination d'intermittents est précaire. Je souligne, mais vous devez le savoir, qu'ils ne sont pas appelés la coordination des artistes et pas non plus des professionnels, mais la coordination des intermittents est précaire, et je précise qu'entre « et » précaire, il n'y a pas « des ». Donc intermittent et précaire. Donc comme processus véritablement de se reconnaître en tant qu'intermittent et non pas par l'identification à une figure mythique au-dessus de la société qui serait celle de l'artiste, et précaire, c'est-à-dire en tant qu'intermittent précaire. Donc la coordination des intermittents est précaire, a opéré tout ça à son cœur, c'est-à-dire toute cette possibilité de porter un point de vue critique, mais qui ne peut venir que d'une désubjectivation par rapport à une identité forte, et élaborer un nouveau modèle. Alors, le nouveau modèle, est-ce que quelqu'un en a entendu parler du nouveau modèle élaboré par la coordination des intermittents et précaires? Bon, alors, je vous invite, petit épisode, vous m'accordez une minute de plus, je vous raconte un petit épisode. J'avais été invitée par des artistes à Vienne, donc je parlais en français, il y avait des traducteurs, donc j'avais utilisé le PowerPoint, et j'avais montré les formules du nouveau modèle, parce que des formules mathématiques, je vais vous expliquer pourquoi c'est des formules mathématiques complexes, mais puissantes. Et étant donné qu'il y avait le problème de la langue, les gens avaient pensé que je n'étais pas un sociologue, mais que j'étais un artiste et que c'était une performance. Non, ces formules mathématiques ont été élaborées par des mathématiciens qui en avaient vraiment ras-le-bol des institutions, etc., et qui sont devenus artistes. Et donc, ils ont pu mettre au service de la communauté des intermittents en lutte leurs compétences de mathématiciens pour élaborer des formules qui ont été pensées à partir d'un travail collectif. C'était tous les jours, c'était une usine magnifique, une fabrique magnifique qui a fonctionné en l'été 2003 et qui aujourd'hui a été réouverte. Elle est en pleine fabrication. Et qui a élaboré, donc comment ça se passait, les gens venaient raconter leur histoire, leur pratique de travail et d'emploi, et à partir de là, on essaie de formaliser ensemble. Je n'étais pas présente, c'était uniquement les intermittents, après, je suis intervenue après pour simuler l'impact de ce nouveau modèle, et donc ils ont pensé un nouveau modèle en disant, bon, l'ancien était certainement intéressant, l'ancien régime, mais il y avait des défauts. Donc, on dit non à la réforme et on dit oui à un nouveau modèle. Et ce nouveau modèle, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va concevoir une annexe unique, c'est-à-dire contempler la possibilité, prendre en charge la possibilité de la pluriactivité entre techniciens et artistes. Deuxième chose, il va introduire un critère d'un réel salaire journalier au SMIC pour tous. Il va introduire un critère de date anniversaire fixe, c'est-à-dire qu'il faut garantir cet horizon fixe pour pouvoir inscrire sa propre vie, sa propre existence, pour pouvoir déprécariser sa propre existence et déprécariser sa propre activité créative. Et il va introduire un plafond, c'est-à-dire le fait qu'à partir d'un certain montant de revenus perçus, eh bien, vous n'avez plus droit aux allocations chômage. Alors, il y a un point, et cinquième point qui est important, il se veut une base ouverte pour tous. C'est-à-dire que tout collectif de travail connaissant des expériences de discontinuité peut se l'approprier. Donc,
C'est un modèle où vous modifiez les paramètres et vous l'adaptez par rapport à vos pratiques particulières. Ça, c'est le 5e point. Donc, ce qui justifie leur mot d'ordre, qui était « ce que nous le défendons pour tous ». Et autre aspect, aujourd'hui, un travail qui se travaille dans la fabrique des coordinations, c'est de préfigurer un assouplissement radical des conditions d'accès. Donc, les conditions d'accès étaient maintenues à 507 heures, mais il y avait déjà des dispositifs d'assouplissement, la prise en compte des heures de formation, puisque la formation donnée et perçue, elle n'est pas prise en compte dans le calcul des heures ouvrant le droit, et donc un assouplissement des critères d'accès, justement comme condition aussi d'ouverture à tous les autres précaires. Bon, c'est un bel acte artistique. Le nouveau modèle me semble une très belle œuvre. Mais il y a quelque autre chose que j'ai oublié de vous dire, qui est important. Je vous ai dit, il y avait eu la réforme 2003, rectifiée en 2006, tout en gardant la même philosophie, et reproduite en 2014. Alors, il faut savoir que, et là vraiment je dois terminer, c'est mon point de fin, la réforme avait été justifiée par les pouvoirs en place, c'est-à-dire par le patronat et par les syndicats signataires, puisque s'ils n'avaient pas signé, la réforme n'aurait pas eu lieu. Donc par les syndicats signataires, le patronat, et avec l'aval du gouvernement, était motivé par le fait qu'il y a un déficit. Donc, je pense que vous entendez parler qu'il y a des déficits, il y a des dettes, que la dette. Bon, donc, au nom de la dette, eh bien, il faut accepter plein de choses, dont les réformes. Ce qui est vraiment très, très étonnant, et ça, on l'avait découvert très vite en faisant des simulations, c'est que la réforme allait engendrer une augmentation du déficit de 30%. On se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle fait la réforme? Pourquoi elle génère un déficit? Eh bien parce qu'elle a généré quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Elle a généré véritablement une trappe à pauvreté. Ça, c'est un terme que chez les économistes est très répandu, la trappe à pauvreté. Donc vous êtes pauvre et vous ne pouvez plus sortir de là-dedans. Hein? Donc ça les produit, etc. Bon, elle a généré une trappe à pauvreté, mais elle a généré aussi une trappe à richesse. Surtout la dernière réforme, c'est génial. C'est-à-dire, si vous êtes riche, vous ne risquez pas de devenir pauvre. Vous risquez de devenir toujours plus riche. Et pourquoi? Parce qu'elle avait inventé la réforme de 2003 et après, elle reprise, a été rectifiée en 2006. Bon, je ne descends pas dans les détails des dispositifs, mais en fait, elle allait primer ce qui était validé par le marché. Donc, dans le respect de la volonté de Dieu dans le marché, donc on allait les primer. Donc, on allait soustraire des ressources à ce qui étaient les moins performants sur les marchés et on allait les distribuer à ce qui étaient... Alors, se dire, mais est-ce que c'est une folie? Est-ce que c'est une exception française? Non. Alors, je me suis amusée à lire tous les textes qui sont produits, y compris dans cette belle ville. Donc, tous les textes qui orientent la politique européenne en matière sociale. Alors, on dit qu'il n'y a pas d'Europe sociale. Si, détrompez-vous. Il y a une conception de l'Europe sociale. Et c'est l'économie sociale de marché. Elle est très importante. Vous la retrouvez dans tous les textes. Vous allez lire tous les textes de l'époque. Je ne peux pas le faire ici. Je me suis amusée à le faire. C'est délicieux, c'est magnifique, c'est une œuvre. Et vous retrouvez concentré, à la fin des années 90, début des années 2000, vous retrouvez un concentré de textes de figures de pouvoir, que ce soit des commissaires européens, que ce soit président de la Bundesbank
en Allemagne, mais surtout les commissaires européens, et vous retrouvez ce mot économie sociale de marché. Et donc, in fine, la réforme des intermittents, elle n'était que une réforme comme une autre dans l'esprit de l'économie sociale de marché. L'économie sociale de marché, eh bien, elle prend comme référent l'artiste, sa singularité, et il va le prendre véritablement quelque part. Vous l'aurez trouvé dans la figure, c'est celui qui est singulier, qui arrive à affirmer ses talents, ses mérites, et donc on va vers une individualisation de la politique sociale, une individualisation. Ce qui va être le social, c'est le marché, puisque le marché est celui qui a même de reconnaître les mérites et les talents, et que parce que vous investissez dans l'accroissement de vos mérites et vos talents, que vous allez être primé par le marché, et donc la politique sociale, elle sera déterminée par le marché. Donc il y a une conception de l'économie, du social, mais qui est sur le principe de l'individualisation et de primer ceux qui sont reconnus par le marché. Donc, si vous voulez, on arrive à la situation, et là c'est vraiment la conclusion, que là, il y a la question de l'égalité qui se pose. Le nouveau modèle élaboré par les intermittents, il conduit à une situation d'égalisation des revenus, en réalité. C'est-à-dire qu'il va compenser le marché. Donc il est très fortement égalitaire. Or, l'histoire du libéralisme a mis toujours en opposition égalité et liberté. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous voulez comme artiste. Voilà.